Bienvenue dans cette seconde partie de Tout est politique si vous nous rejoignez. Notre invité cette semaine, Hervé de Charette, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Après l'attentat contre le musée du Bardo, la Tunisie était-elle une cible à tout prix ? Oh, sûrement. C'est comment dire, le seul pays qui, dans l'espace du monde arabe, a réussi une transition vers la démocratie qui a été difficile, houleuse, à étapes, à surprise, mais enfin finalement qui a réussi. Depuis le printemps arabe, depuis la Révolution. Voilà, février 2011. C'est un événement très important. Et c'est une sorte de témoignage de la plus haute importance dans la région. Évidemment, il ne faut pas être surpris. Bien entendu, il ne faut pas être surpris que dans le combat global qui vient de s'organiser depuis maintenant 2 ou 3 ans, qui prend toutes les allures, une sorte de guerre mondiale, que la Tunisie soit une sorte de front fragile qu'il fallait attaquer. Est-ce que vous pensez que la Tunisie va continuer à être déstabilisée quand on voit maintenant l'expansion de Daesh, l'État islamique, en Libye, avec AQMI qui est dans la région, et qui ont, qu'on le veuille ou non, des ramifications? Mais est-ce que vous avez conscience qu'en réalité, l'objectif de l'État islamique, c'est la révolution globale. C'est le califat partout. Non seulement dans l'ensemble du monde arabe, mais dans l'ensemble du monde musulman, qu'en réalité, c'est une affaire de dimension mondiale. Jusqu'à présent, dans un premier temps, on l'a un peu sous-estimé, il faut bien le dire. On a dit c'est une affaire, le califat, ça durera 6 mois, 1 an, mais on va aller... Monsieur Obama disait même que c'est une petite équipe de basketball, vous vous souvenez? Oui, très bien. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait des spécialistes du monde arabe qui le disaient. Mais maintenant... Et là, on a l'impression que c'est une hémorragie. Mais on voit ce qui se passe. C'est un réseau. On est en plein dans le monde moderne. C'est-à-dire, c'est pas une guerre frontale comme a été la Deuxième Guerre mondiale ou la Première. C'est un réseau global qui s'organise. Comment endiguer un tel phénomène? Là, on apprend qu'il y a quand même 3000 jeunes qui sont partis pour le djihad, 3000 en Tunisie, 500 sont revenus, et il y en a 2 là. C'est 2 assaillants, 2 jeunes Tunisiens, des quartiers pauvres, qui n'ont rien à faire, qui sont au chômage, et qui partent et qui sont endoctrinés. Le même phénomène s'est produit en France. Comment peut-on endiguer cela? On n'a en effet pas encore sérieusement réfléchi à ce que sera la confrontation qui est en train de s'organiser, quelle forme elle va prendre, où elle va aller, et qui va s'y opposer, et comment. Parce que c'est ça le sujet. Alors vous, et c'est pas en envoyant les forces occidentales partout. En organisant une confrontation entre l'État islamique et l'ensemble de l'Occident, concept auquel personnellement j'ai du mal à m'accrocher, qu'on va résoudre le problème. Il faut que le monde entier réfléchisse aux conséquences de ce qui est en train de s'organiser et qui va être un enjeu majeur du début du XXIe siècle. Alors vous, Hervé de Charette, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, comment vous pensez qu'il faut prendre la situation? Puisqu'apparemment, vous dites que ça ne sert à rien d'essayer d'attaquer... je n'ai pas dit que ça ne servait à rien d'attaquer. J'ai dit qu'il ne faut pas que ce soit une confrontation avec l'Occident. Alors comment on fait? C'est autrement que ça se présente. On est en pleine confrontation. C'est pourquoi je désapprouve, je vois bien ce qui se passe, je comprends qu'on réagisse, mais il me semble que lorsque on organise le combat sous la houlette des Américains contre Daesh entre occidentaux, on fait à peu près la même erreur qu'en Afghanistan. Donc c'est un peu dépassé. Et avec les mêmes résultats prévisibles. Quand vous dites entre occidentaux, attendez, il y a les Américains, bien entendu, il y a la coalition, mais il y a quand même l'Iran qui est dedans, il y a la Syrie qui est dedans contre l'État islamique. Oui, enfin... attendez, il y a un jeu aussi, oui, là. Oui, enfin, ceux qui sont vraiment concernés, on ne les voit pas beaucoup, vous voyez bien. Ils sont un peu dedans, l'Arabie Saoudite, l'Irak, etc. Ils sont un peu dedans, sur la pointe des pieds. Moins on les voit, mieux ça va. Cette politique-là ne va pas réussir. Alors, quelle politique pourrait réussir, selon vous? Je ne peux pas, franchement, aujourd'hui, définir ce que va être la grande confrontation du XXIe siècle. Non, mais vous avez une idée de ce que je pense, c'est que l'ensemble du monde arabe doit réfléchir à cette question et apporter des réponses, car ils sont les premiers concernés. Donc il en va de la responsabilité du monde arabe aujourd'hui. Bien sûr. Mais quand on voit que le monde arabe est en train de s'affronter entre les sunnites et les chiites, c'est la guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Comment on peut escompter une solution? Eh bien, est-ce que vous ne voyez pas que l'une des questions centrales qui se trouve en effet posée, c'est, un accord stratégique, historique et indispensable
entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ceci n'a pas été nécessaire depuis 30 ans, depuis 35 ans, parce que, à l'abri de cette affaire du blocus général sur l'Iran à cause de l'affaire nucléaire, la question ne se posait pas. Mais maintenant, elle se pose. Et deux nations qui ont toujours eu dans l'histoire des positions contraires et qui ont toujours été dans une sorte de confrontation ou faciale ou larvée, sont aujourd'hui en face de la question suivante. Si vous voulez que la région retrouve la paix, ça dépend de vous. Donc ils doivent se parler. Et ça fait partie de la stratégie d'Obama pour vous, ça? Je pense. Je pense que c'est la question centrale. Que l'ensemble de nos réflexions stratégiques devrait, quand on pense à cette région, quand on pense à l'Iran, la place de l'Iran, on devrait avoir cette question-là au cœur même de nos réflexions et de nos décisions. C'est parce que je n'entends pas tout cela que quand je regarde les discussions internationales, les positions françaises, les positions américaines, etc., je me dis, on n'est pas encore vraiment sur le cœur du sujet. Donc quand John Kerry dit qu'ils ouvrent une brèche en se disant « Tiens, on va peut-être aller parler avec Bachar el-Assad », vous approuvez ça? Vous dites que c'est peut-être une option? Nous ne pouvons pas faire autrement, quand il s'agit de faire la paix, d'aller causer un moment avec son ami. Ses ennemis, pardon. Oui. On l'a toujours fait dans toute l'histoire. Hein. On a serré la pince de Staline, qui avait la main dégoulinante de sang, 80 millions de morts, ça n'a dérangé personne. On a appelé à Paris et dans les grandes villes françaises des avenues Staline, ça n'a gêné personne. Eh bien, alors, il y a eu, comment dire, au XXe siècle des erreurs historiques sur tous ces sujets. Mais bon, Bachar el-Assad, moi, je n'apprécie pas les parlementaires qui sont allés causer avec lui comme ça. C'est pas, il ne faut pas faire des mondanités. Mais d'une façon ou d'une autre, à un moment où il faudra bien parler avec tout le monde. Il faut y aller. Comme le disait Elisabeth tout à l'heure. Il ne faut pas être cynique. Non, clinique, je disais, il faut y aller froid. Il faut savoir ce qu'on veut. Et on n'est peut-être pas obligé de toujours parler. Enfin, il y a des façons plus habiles et plus subtiles. Elisabeth parlait de la volonté américaine de renouer les liens avec Bachar el-Assad. Est-ce que vous pensez que ça rentre dans le grand projet politique de Obama qui dit il faut discuter avec l'Iran, il faut traiter avec l'Iran, donc traiter avec l'allié de l'Iran qui est Bachar el-Assad? Je pense que les Américains ont sur ces sujets une certaine vision à long terme, le gouvernement américain, le président américain, et que personnellement, ce que j'entends et ce que je vois ne me paraît pas contraire à ce qu'il y a lieu de faire. Quand je regarde ce qui se passe du côté de la diplomatie française, je trouve qu'on est un peu trop univoque. Je comprends ce que dit le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Je comprends ce qu'il dit à propos de Bachar el-Assad, à propos de l'Iran. La nature du régime iranien. La France reste sur la position qu'ils ne parleront pas avec Bachar el-Assad. Oui, mais je ne crois pas que cette attitude, comment dire, trop rigide, trop fermée, il faut plus de pragmatisme. Ouvre des espaces pour la négociation et des espaces pour la recherche des solutions. Plus de pragmatisme, plus d'engagement, plus de vision à long terme. Il faut regarder ce qui se passera derrière. Comment dire, on ne peut pas imaginer que le monde entier reste bloqué contre l'Iran. D'ailleurs, imaginez un instant que demain, on apprenne que finalement, c'est fini. Il n'y a plus de négociation avec l'Iran parce que nous ne sommes pas d'accord. C'est cette situation-là qui serait, de loin, la plus dangereuse. Oui, mais je reviens à ma question. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce régime, à la nature de ce régime, qui est quand même un suppôt du terrorisme? Le Hezbollah, le Hamas, on ne va pas me dire que ce sont des petits saints. Non, alors d'abord, faut-il faire confiance en politique étrangère? Ça ne me paraît pas tout à fait raisonnable. Il faut prendre ses précautions. Il faut prendre ses précautions, premièrement. Deuxièmement, si vous cherchez ceux qui ont financé le terrorisme, comment dire, vous allez trouver du monde. Et beaucoup de monde. Hein? Vous pensez à qui en particulier? À personne, je pense à personne. mais quand même, j'ai ma petite idée. Il y a foule, il y a foule. Non, mais expliquez-nous. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais il y a foule qui a financé le terrorisme. Il faut bien le savoir. Y compris des pays occidentaux. Oui, mais il y a plein de monde qui l'a fait. Donc, oui, l'Iran a sa responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis allé en Iran discuter avec les dirigeants iraniens, parce que ça m'intéressait de parler avec eux, j'ai soulevé ces questions. Et j'ai dit que je pensais, moi, que la négociation avec l'Iran, ça n'était pas simplement la question nucléaire, c'était aussi quel est le grand bargaining
C'est-à-dire Avec Marchandage. vous. Marchandage. Marchandage, vous avez raison. Avec vous. Quel est le grand marchandage avec vous? Qu'est-ce que vous allez faire en Syrie? Comment vous allez vous entendre Et que vous ont-ils avec répondu? l'Arabie Saoudite? Bon, quand vous allez voir les gens comme ça, ils sont toujours pleins de bonne volonté. Ils veulent avoir le visage le plus souriant possible. Et d'ailleurs, j'ai eu des contacts de très, très grand intérêt avec M. Belayati. Oui, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Voilà, avec l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui est une personnalité remarquable et complètement ouverte sur l'Occident, qui connaît tout ça par cœur. Mais alors, Eh bien, l'Iran est un pays divisé, comme sur ces sujets les États-Unis, comme sur ces sujets la France. Le débat, comment dire, commence à monter en puissance. Et c'est bien parce que, je vous répète, que nous sommes à l'aube d'une espèce de grande confrontation qui concerne le monde entier et sur lequel nous devons donc, la travailler question ensemble. majeure, l'Iran avec l'Arabie Saoudite. C'est une question centrale. Question centrale. Sunnite. Et justement, Benjamin Netanyahu... Sunnite, c'est vrai. Oui, oui, non, mais il y a une dimension religieuse. Bien sûr. Mais il y a aussi autre chose. Il y a une dimension qui concerne le leadership régional. Alors, justement, on va partir un peu en Israël où Benjamin Netanyahu a été largement réélu. Pour lui aussi, c'est une question centrale, l'Iran. Vous, comment est-ce que vous regardez, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, cette victoire Je la regarde comme... comme inattendue? il faut prendre les choses d'abord avec simplicité, comme elles sont. Hein. Il a gagné, point. Deuxièmement, il faut regarder aussi ce qui se passe autour. Les partis arabes ont obtenu un succès non négligeable. Historique. 14 sièges. Oui, c'est un historique. c'est un succès très important et qui aura des conséquences s'ils savent gérer ce nouveau capital qu'ils ont Oui, ils sont entre les mains. divisés aussi. Oui, bien entendu, comme tout le monde. Et il y a aussi un parti de centre-droit qui s'est détaché du Likoud. Koulanou, Bravo. avec Et- M. Moshkelon. Parfait. Et naturellement, pour faire une majorité, il va falloir qu'il traite avec lui. Le débat a d'abord été un débat uniquement économique et social. Les gens ne sont pas contents, le pouvoir d'achat, les conditions de logement, etc. Et Tout un tas de sujets. Mais, tout à fait in fine, M. Netanyahou Est parti. a politisé sur la question de l'Iran. la Palestine. Et de l'Iran. Sur la question de la Oui, Palestine. quand il a dit pas d'État palestinien d'État s'il À la je suis fin, réélu. à la toute C'est fin. À la fin. ça, c'est ça la question. Quelques Mais- heures ça fait avant pas le partie vote. de la cuisine Quelques électorale. heures avant le Attendez, début du vote. C'est Ouais, là-dessus qu'il a gagné. Ah, vous dites que c'est Il est là-dessus. passé comment dire, les sondages le mettaient kiff-kiff avec ses adversaires. Avec Herzog. Avec Et Herzog. puis, tout à coup, poum, il a fait un bond en avant. Il me semble, je ne suis pas un spécialiste de la politique intérieure israélienne, mais il me semble que cette prise de position a eu beaucoup d'importance. Mais simplement, on ne peut pas laisser les Palestiniens comme ça. Alors Donc, vous, aujourd'hui, vous croyez en un État palestinien après la réélection de Benjamin Netanyahou? Non, mais je n'y croyais pas avant, donc je ne croyais pas que les dirigeants actuels d'Israël cherchaient un accord de paix sur la base de la création d'un État palestinien indépendant. On en avait de nombreuses preuves avant, on en a la confirmation après. Mais on ne peut pas laisser les Palestiniens comme ça. Il faut proposer quelque chose. Si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Quelle est cette autre chose? Donc pour vous, l'idée selon laquelle la paix ne tient plus, même s'il y a eu de la paix dans le passé avec des gens du Likoud, Begin, Sharon, est-ce que Netanyahou peut être un homme de paix quand même? Ça n'en a jamais pris l'allure. Mais puisque si Netanyahou dit pas d'État palestinien, qu'est-ce qu'il propose? Il ne peut pas proposer la continuation de l'occupation et de l'oppression. Il faut donc imaginer quelque chose. Après tout, on ne peut pas faire la guerre à Gaza tous les 18 mois avec la violence qu'on a vue sans que ça produise des effets Quel est le terribles. bon interlocuteur pour Israël, l'interlocuteur de paix chez les Palestiniens? Ça ne peut pas être le Hamas. Mahmoud Abbas est-il encore quelqu'un de valable? Oui, c'est une personnalité qui a joué un grand rôle, mais c'est vrai que du côté palestinien, comment vous dire, à force d'avoir été si durement mis en cause, le pays est divisé. Enfin, les Palestiniens aussi sont divisés. Les Palestiniens ont du mal à faire émerger des personnalités. On en a besoin Vous voyez de nouveaux quelqu'un, venus. vous voyez quelqu'un chez eux? Vous pourrez prendre le leadership? Si on le voyait, tout le monde se précipiterait vers lui. C'est bien ça la situation. Vous savez, il y a beaucoup de pays du monde où la situation est comme ça. À cause d'un manque de leader. Oui, parce que le leadership, c'est devenu beaucoup plus difficile dans le monde d'aujourd'hui. Christian Mallard?
Non, je disais, on parlait à un moment donné de Barghouti, vous savez, le fameux qui a été emprisonné et tout. On disait que c'était l'émergence peut-être d'une nouvelle génération de Palestiniens qui connaît Israël, qui connaît les problèmes avec Israël et qui pourrait être l'incarnation de ce nouveau pouvoir. Barghouti est un héros palestinien. Il devrait être libre. Et s'il était libre, on verrait s'il peut jouer ce rôle. Mais pour l'instant, là où il est, c'est difficile. Mais c'est une voie. C'est une voie. Et il faut suivre ce qui va se passer. Mais je répète, M. Netanyahou va reprendre le poste de Premier ministre après des négociations compliquées, va bien devoir nous dire qu'est-ce que ça veut dire. Quel est son projet? Pas l'État palestinien. Quel est son projet? Voilà. Mais on ne peut pas couper l'espoir des êtres humains. Si on le fait, on sait qu'on a la guerre. Merci beaucoup, Hervé de Charette. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Merci Christian Mallard. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine.